Nous sommes mercredi 10 avril 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Toutes les télévisions et bienvenue dans ce journal. La deuxième session du comité de pilotage du programme d'appui sectoriel à la décentralisation s'est ouverte ce mercredi à Conakry. Cette initiative transversale vise, selon les organisateurs, à faire de l'administration publique un levier de développement socio-économique et culturel du pays. Et cette deuxième session devra aussi permettre aux participants d'échanger sur les résultats obtenus après la première session et dégager les perspectives ainsi que leur consolidation. Saloum Kondé. La mission traditionnelle dévolue à toute administration publique, c'est de répondre aux aspirations légitimes des administrés. Et le constat révèle qu'en Guinée, l'accomplissement de cette mission est loin d'être le cas. Et justement, c'est pour inverser cette tendance que le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration a été initié. L'application de ce programme a permis de définir certaines orientations. Première orientation majeure, la restructuration de l'appareil de l'État au niveau central et déconcentré en vue de l'adapter à une nouvelle définition de ses rôles et du transfert effectif de certaines de ses compétences et ressources aux collectivités locales. Deuxième orientation majeure, la promotion d'espaces d'initiative en matière de programmation, de réalisation des actions de développement et de fourniture des services publics de proximité. Cette réforme a permis aussi d'apporter une assistance à la fonction publique, des soutiens qui se traduisent par la réorganisation de l'administration déconcentrée et la mise en place de la fonction publique locale dans les collectivités. Tout d'abord, au niveau des services centraux, ces appuis portent essentiellement sur 1. La révision des lois fondamentales régissant la vie de la fonction publique et l'élaboration de leurs textes d'application. Il s'agit notamment des lois 028, 029 portant respectivement statut général des fonctionnaires et principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des effectifs et des structures de l'administration publique. 2. L'opérationnalisation des instances de pilotage du PREMA avec l'appui à la tenue des sessions de la réunion de la commission technique de suivi du programme. L'appui sur l'opérationnalisation de la fonction publique locale dans les collectivités locales porte sur la mise en place d'une fonction publique locale, l'élaboration du statut général des fonctionnaires des collectivités locales. Selon le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée, une étude sur le redécoupage de la capitale guinéenne et sa périphérie serait en cours. Voilà, l'opposition républicaine réitère sa volonté de renouer avec sa série de manifestations dès après le mois de Ramadan. Une décision qui fait suite, dit-elle, à la non-application du contenu des accords du 12 octobre 2016. C'est au sortir d'une plénière ce mercredi que les leaders ont dénoncé le manque de volonté de la part du gouvernement à respecter ses propres engagements. Oumar Sow. Avant de prendre cette décision qui est celle de reprendre les manifestations, l'opposition dit avoir rencontré les partenaires techniques et financiers pour leur expliquer le problème. Une manifestation d'ailleurs prévue juste après le mois de pénitence. Mais avant de se projeter dans cette aventure, l'opposition entend mener des sensibilisations pour une forte mobilisation. L'opposition maintient sa décision de commencer les manifestations après le mois de Carême. Mais avant, une large campagne d'information, de sensibilisation en direction des populations pour leur mobilisation lors de ces manifestations sera menée sur toute l'étendue de la République de Guinée. Nous avons décidé également d'élargir les contacts aux chefs religieux et aux organisations de la société civile en République de Guinée. Selon le président du parti groupe, cette mobilisation vise à interpeller le pouvoir public au respect des accords du 12 octobre 2016. Les manifestations que nous projetons, c'est pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Parce que ne pas respecter ses engagements, c'est un manquement à ses responsabilités. Nous devons être là, nous ne devons plus être en train de parler des élections. Ça devait être dans le passé. Mais si nous continuons à parler des élections aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, quelque part, on n'a pas respecté la loi.
Autre fait souligné cette fois-ci par le chef de file de l'opposition guinéenne au cours de cette même plénière, c'est les dérapages des administrateurs territoriaux qui ont émis des arrêtés démettant les chefs de quartier qui ont reçu le chef de file de l'opposition lors de sa tournée à l'intérieur du pays. Voilà, elle polarise toujours les attentions, les débats dans la cité. Elle, c'est bien l'affaire des 500 millions alloués comme budget de fonctionnement du chef de file de l'opposition guinéenne. Elle continue, vous le savez, à alimenter les débats politiques dans la cité. Mais pour le président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale, cette question n'est qu'une spéculation et de pire extrapolation de la part de ceux qui en font un fonds de commerce. Pour l'honorable Amadou Damaro Camara, seul Cellou Dalein Diallo pourrait aider à voir clair dans cette affaire. Soirée Boubacar, décryptage. Contrairement aux autres, Amadou Damaro Camara n'avance aucune somme. Pour lui, l'institutionnalisation du poste de chef de file de l'opposition s'inscrit dans le but de l'ancrage démocratique au style occidental dont aspirent aujourd'hui les Guinéens. D'ailleurs, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel estime que cette question ne devait pas avoir une telle ampleur sur la place publique. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Ah bon? Alors, pas du tout. Pourquoi? Premièrement, je crois que l'opposition, pour une fois, c'est bien fait pour sa gueule. L'opposition a pris l'habitude de confondre les budgets des institutions au salaire de ceux qui sont à la tête de ces institutions. Pour Damaro Camara, El Hadj Cellou Dalein Diallo et ses lieutenants seraient ceux qui entretiennent cette polémique. Sinon, dit-il, la loi est claire là-dessus. Cette institution doit avoir son budget de fonctionnement et tous les autres accessoires pour sa bonne marche. C'est très simple. Quand on n'a pas besoin d'un budget, qu'est-ce qu'on fait? On notifie à celui qui te la loue pour dire « je n'en ai pas besoin ». Mais en tant qu'institution, c'est légal, c'est légitime qu'il ait accès à ce budget. Ce budget est normalement destiné à la sécurisation des sources de revenus pour les besoins politiques du chef de file de l'opposition. Bien qu'il pourrait paraître élevé aux yeux des citoyens, Damaro Camara lui pense que la démocratie a aussi un coût. Cela est peut-être, ça peut paraître élevé, mais la démocratie n'a certainement pas de prix, mais ça a un coût. Il faut que l'on s'habitue à cela, il faut que l'on sache que même les campagnes, les activités politiques sont encadrées. Concernant la somme de 500 millions de francs guinéens par mois pour le chef de file de l'opposition, honorable Amadou Damaro Camara parle tout simplement de l'extrapolation. De la spéculation. De 500 millions. De l'extrapolation, de la spéculation. Je crois que le PDN a d'énormes problèmes avec l'UFDG. Ah bon? Oui, mais c'est ça le problème. On a une opposition républicaine qui se résume aujourd'hui à l'UFDG. PDN est dans l'opposition, mais ce n'est pas une opposition républicaine. L'UFDG, c'est l'opposition républicaine. Il y a le bloc libéral qui est de l'opposition mais qui n'est plus l'opposition républicaine. Donc je ne sais pas, il y a l'opposition radicale, l'opposition de droite, l'opposition d'en haut, l'opposition d'en bas. Ben, ils ne s'entendent pas et se tirent dessus. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de l'extrapolation. Bruno n'a absolument aucune base laquelle il peut... Selon Amadou Damaro Camara, aucun montant n'a été voté à l'Assemblée nationale concernant le budget du chef de file de l'opposition. 2 accidents de suite ont eu lieu, vous le savez, ce mardi encore sur la nationale Conakry du Breka. Bilan, plusieurs morts, dont des élèves, plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Le premier s'est produit à Kagbele village dans la matinée et le second, la nuit du mardi à mercredi en face de l'usine Grand Moulin de Guinée. Ce matin, les amis de Aruna Camara, qui est d'ailleurs une des victimes, qui a succombé à ses blessures, étaient dans la rue en réclamant vérité et justice dans le décès de leur ami. Moussa Sefa Camara est allé à leur rencontre. Écoutez son compte-rendu. Très tôt ce matin, les élèves d'Aboubacar Titi Camara de Kagbele ont érigé des barricades, du coup empêchant la circulation sur ce tronçon. Ces élèves réclament aux autorités préfectorales la lumière sur le décès de leur camarade de classe, Aruna Camara, tué dans un accident de circulation. Tout cet accident-là ici chez nous, pourquoi? Est-ce que l'État, il dort ou quoi? Il ne sait pas que les camions là font des morts. Ils doivent arrêter, on en a marre. On ne sort pas aujourd'hui pour crier. Nous, on est là. On n'est pas là
pagaille, nous on part juste pour saluer la famille. Mais il n'y a pas de circulation quand nous sommes là. Ça, c'est ça. Ce mouvement des élèves a formé une ligne de longue attente des véhicules, provoquant ainsi l'indignation de certains chauffeurs. Mais tout est bloqué à cause des choses, encore, les remorques là. Ils ont tué beaucoup de personnes à l'heure là. Bon. Et on ne considère même pas les petites voitures là. Et on ne considère même pas les petites voitures là. Le blocage là, qui s'effectue. Ici, c'est une voie nationale. Ça ressort sur un autre pays, même si ce n'est pas en Guinée. Il faut voir le nombre de populations qui circulent à pied. Ils n'ont qu'à mettre les choses au point, pourvu que les cas comme ça, là, on évite les cas comme ça. Les autorités locales des Kagbélé Village ne sont pas restées à marge, mobilisées pour la circonstance, et l'exhortent à leur chef hiérarchique de prendre des dispositions pour freiner ce fléau. La Guinée Mangassan est les chauffeurs et Rafera. Normalement, les chauffeurs et parcs qui la menace à Louis à Capta Quinara et sa parc, il est maquissimeni, et l'oumeni, l'air séma, parce que Kramanawi. Il est là-bas. Et disposition Tongo, chauffeur et Sissi Manaïdo, Otokui, Moto Kanye Sissi, Imrisando, Moto Ferry, et doit passer Tongo, au moins la Guinée Autoté Yatirida. Donc, allons à la disposition de Tongo, au Mabriki, Alco, Kassaro et Narabo. Les accidents de la circulation sont récurrents sur la route Conakry-Doubreka ces derniers temps. D'ailleurs, à l'espace d'une semaine, 3 cas ont été enregistrés, dont 2 mortels. Sur le continent présent, en Côte d'Ivoire, la colère des journalistes contre un projet de loi sur la presse, ce qui a été adopté en commission vendredi dernier, prévoit la pénalisation des délits de presse, soit de la prison ferme pour des journalistes qui porteraient atteinte à la sûreté de l'État. Regardez. Vamara Koulibaly est inquiet. En février dernier, il a été arrêté avec 5 autres journalistes pour avoir publié des articles sur la vague de mutinerie ayant secoué le pays. Pour lui, ce projet de loi sur la presse en Côte d'Ivoire n'a rien de rassurant. C'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion qui a porté ce régime sur les fonds baptismaux. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, ce régime se retourne contre donc, ce qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Je suis vraiment scandalisé. Nous sommes des préposés à la prison. La future loi durcit les sanctions des délits de presse. Contrairement à la loi en vigueur, la future loi prévoit l'emprisonnement des journalistes. Elle interdit la référence à des faits d'il y a une dizaine d'années dans l'audiovisuel. Pour les associations de médias, la future loi est liberticide. Lorsque on nous sort un texte qui nous dit que nous passons désormais par voie de presse, ces délits commis par voie de presse, nous passons désormais de 1 à 5 ans, et qui plus est, la personne interviewée n'est même pas elle-même à l'abri de cet emprisonnement, nous pensons tout simplement que nous sommes dans une sorte de perfidie qui ne dit pas son nom. Mais le pouvoir défend son projet. Le texte devrait assainir l'environnement des médias et mieux protéger les professionnels de l'information. Après son adoption en commission, le Parlement devrait en débattre le 27 mai prochain en plénière. Tous les médias ont promis de se battre pour s'y opposer jusqu'à son retrait. Les drames de l'immigration se multiplient en Méditerranée. Plus de 200 clandestins ont trouvé la mort en tentant de traverser vers les côtes européennes. Avec une météo plus clémente, les tentatives devraient se succéder. Suivez. C'est une scène douloureuse qui se répète chaque jour sur les côtes italiennes. Des corps sans vie de migrants que l'on débarque en silence. Depuis quelques jours, les catastrophes en mer se multiplient. Les naufrages de bateaux de migrants ont peut-être fait 250 morts au large de la Libye depuis le week-end dernier. Avec le beau temps, ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée. Près de 7000 migrants ont ainsi été sauvés par les navires des gardes-côtes et des ONG. Beaucoup d'entre eux sont en très mauvaise santé. Parmi ceux que nous recueillons, il y a de nombreux enfants et également des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. Environ 30% des sauvetages sont effectués par des ONG, des volontaires qui ont le sentiment que les migrants sont oubliés. Je suis triste que l'Europe soit absente, qu'elle ne prenne pas ses responsabilités. C'est une catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux.
Depuis le début de l'année, 43 000 personnes ont déjà été secourues en Méditerranée. 2017 risque bien d'être une année tristement record. En interactualité en France, Manuel Valls sur un fil politique non sans conséquence. Candidat malheureux aux primaires de la gauche, l'ancien Premier ministre a multiplié les appels du pied au clan Macron. Manuel Valls est sur le point de vouloir se déclarer sous la bannière En Marche pour les législatives à venir, sauf que côté Macron, eh bien, on dit non. Et le Parti socialiste, sa famille d'origine, envisage ni plus ni moins de le bannir. Regardez. Indésirable Manuel Valls, où qu'il se tourne, les portes semblent se fermer. Après ses offres de service à Emmanuel Macron, son propre parti, le PS, menace de l'exclure. Il y a une procédure en cours, il est déféré devant la commission des conflits. Quant au parti d'Emmanuel Macron, il ne semble pas pressé de lui donner son investiture pour les législatives. Les règles s'imposent à tous, y compris Manuel Valls. Et à ce jour, il n'est pas dans les critères d'acceptation de sa demande d'investiture. Et donc, dans le cas très précis, aujourd'hui, la Commission nationale d'investiture que je préside ne peut pas analyser la candidature de M. Valls. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'il n'y est pas forcément opportun pour le mouvement En Marche d'intégrer cette candidature, quel que soit le passé. Et en même temps, il faut analyser la parole d'un Premier ministre. Pour Ségolène Royal, la parole de Manuel Valls est en tout cas aujourd'hui inopportune. Je pense que Manuel Valls aurait dû attendre un peu avant de polluer une semaine extrêmement importante qui est regardée dans le monde entier et qui fait la fierté de la France. Manuel Valls, qui n'a jamais eu de bonnes relations avec Emmanuel Macron, sera fixé sur son avenir à La République En Marche, demain au plus tard. Direction les États-Unis pour terminer. L'inquiétude sur la situation à Hanford. Un tunnel s'est effondré sur ce site spécialisé dans le traitement du plutonium situé dans l'État de Washington, dans le nord-ouest du pays. Le complexe de Hanford est considéré comme la poubelle nucléaire américaine. Suivez. Hanford est le plus vaste et toxique dépotoir des États-Unis. Ici sont entreposés 170 cuves contenant 200 000 mètres cubes de déchets chimiques et radioactifs. Un site donc potentiellement dangereux et qui vieillit. Et hier, un tunnel de transport s'y est effondré. Le sol s'est affaissé au-dessus de ce tunnel, enfoui à 2,40 m, provoquant l'alerte, le confinement temporaire de milliers d'employés. Le site touché se trouve à proximité d'un ancien lieu d'extraction de plutonium et d'uranium. Les autorités se veulent néanmoins rassurantes. Il n'y a aucune preuve de fuite radioactive, aucun employé n'est blessé. Les intervenants d'urgence sont sur le terrain pour évaluer la situation. Rapidement, la décision de combler le trou par de la terre non contaminée a été prise. Seul le personnel essentiel a dû rester sur place pour sécuriser la zone. Les autres employés sont rentrés chez eux. Le complexe d'Hanford n'en est pas à son premier incident, à ses premières fuites. Pendant des décennies, ce site a eu pour mission de produire du plutonium pour la fabrication des bombes atomiques, dont celle larguée sur Nagasaki. 9 réacteurs nucléaires y fonctionnaient durant la guerre froide. Jusqu'en 1960, les déchets contaminés étaient rejetés dans la nature avant d'être stockés ici. La décontamination d'Hanford pourrait s'étaler jusqu'en 2060 et coûter 100 millions de dollars. Mesdames, Messieurs, c'était tout au compte de cette édition d'information. Continuez à nous regarder ou à nous suivre sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Et il ne me reste qu'à vous dire merci et au revoir.